Alexia Laroche-Joubert, bonjour. Bonjour. Vendredi, vous donnerez le coup d'envoi de la 24e saison de koh Lanta. Si vous deviez la résumer en 3 mots, quels seraient ces mots? Je dirais poteau. C'est pas bon ça quand même, non mais... On va la refaire. Par contre, j'ai un écho avec ma voix dans Régie. Je ne sais pas si c'est possible de... Ok. C'est bon? Tu me dis, Isaac, on peut repartir. Ok. Alexia Laroche-Joubert, bonjour. Bonjour. Alors, vendredi, vous allez donner le coup d'envoi de la 24e saison de koh Lanta. Si vous deviez la résumer en 3 mots, quels seraient-ils? Alors je dirais 21 poteaux, 21 poteaux. chef, Oui. bracelet. Alors pourquoi poteau? Parce que l'épreuve des poteaux, ça sera la première épreuve cette année, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, quand il y a une image qui va marquer cette saison, puisqu'on a décidé de démarrer par la fin, et que les aventuriers, en l'occurrence au nombre de 21, vont se retrouver sur 21 poteaux. D'accord. Et que les 3 gagnants vont composer les équipes. Et D'accord. seront donc les 3 chefs. Les 3 chefs des 3 équipes qu'il y a cette année. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du jeu qu'il y a 3 équipes, c'est ça? Exactement. On a fait ça une seule fois au Cambodge il y a 2 ans. Et alors s'il y a des poteaux au début, est-ce qu'il y aura aussi des poteaux à la fin ou pas? Oui, alors Denis adore garder le suspense. Moi, je suis moins bonne à ça. Ouais. Oui, évidemment. C'est-à-dire que jamais on ne touchera aux poteaux de koh Lanta, qui sont d'ailleurs la signature, le jeu signature de koh Lanta. Je le dis d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, on est le seul pays, puisqu'il y a d'autres Survivor, puisque c'est la marque d'origine, qui sont produits à l'international, et on est les seuls à avoir les poteaux. D'accord. Et vous parliez de 3 équipes. Est-ce qu'on pourrait un jour imaginer 4 équipes? C'est possible ça? Alors oui, ce serait possible. Est-ce qu'après, ça serait intéressant? J'en sais rien. Je ne sais pas. Et puis, ça supposerait aussi de multiplier... Toute la difficulté de koh Lanta, et c'est pour ça que c'est une ultra grosse production, c'est que quand vous faites 3 équipes, ça veut dire que vous devez constituer une mécanique à 3 équipes, avoir des jeux pour 3 équipes, donc c'est 3 fois le même jeu. Donc faire ça à 4, ça me semblerait énorme. Est-ce que la finale sera cette année diffusée en direct? On sait que l'année dernière, ça n'avait pas été le cas. Oui, il n'y a aucune raison pour que ça ne le soit pas. Cette année, ça sera en direct. Et donc là, la nouvelle saison a aussi a été tournée aux Fidji. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que vous le faites. Pourquoi vous avez un partenariat avec ce pays? Non, alors il y a plein de raisons. D'une part, c'est la première fois que ça sera tourné à 7 endroits particuliers des Fidji. D'accord. On était avant au nord-est et maintenant on est au sud-ouest, sur l'île de Kandavou. Donc c'est comme si vous compariez en termes de paysage la Bretagne avec la Garrigue. D'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'avère que ça devient de plus en plus difficile de trouver des destinations qui soient sécuritaires, ça, où il n'y a pas de criminalité, pas de problème politique ou religieux, où il y a un aéroport et un hôpital international, où vous avez de l'eau sublime, où vous n'avez pas du tourisme. Des bateaux dans tous les sens, des avions, sans compter des parasols. Vous garantissez, ce qui est très important pour nous, un isolement réel. Donc quand vous mettez tout ça, il y a très peu d'endroits qui offrent une variété de paysages, une beauté de lieux comme les Fidji. Et c'est vrai qu'on est très content de tourner là. Et après, on change en revanche. C'est-à-dire qu'on propose à chaque fois des sites différents. Donc il n'y a pas de... Pour le téléspectateur, c'est très différent. Vous parliez d'eau sublime. Est-ce que koh Lanta, c'est forcément sable fin, cocotier, eau sublime? Ou est-ce qu'on pourrait un jour imaginer un koh Lanta dans un décor totalement différent? Je ne sais pas, en Alaska, en Sibérie, je ne sais pas. Alors, ça a été envisagé. Je crois que ça a été fait une fois et ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est compliqué. Déjà, le mythe, on va dire, de Robinson, de la survie, de l'île... Enfin, il y a tous les mythes de ce qu'on imagine des pirates de l'île, tout ça, etc. Ça va quand même plus particulièrement sur l'imaginaire du Pacifique ou d'une île. Que c'est compliqué de filmer des personnes sous un anorak. Et qu'il y a un élément aussi qui changerait complètement la teneur du jeu, c'est que la survie dans ce type d'environnement, type Antarctique ou Arctique, vous ne pouvez pas survivre.
en fin de compte. C'est-à-dire que là, ils se débrouillent avec les moyens du bord et avec tout ce que la nature leur apporte. Ce qui est impossible, évidemment, dans un milieu où il n'y a que de la neige. C'est-à-dire que vous avez tout simplement, vous n'avez pas de noix de coco, quoi. Donc vous ne mangez pas du tout. Et aller chasser et pêcher avec ça de glace à casser, à main nue, c'est compliqué. Donc je pense que c'est impossible. Après, il y a eu des pays qui ont tourné plutôt dans des univers très durs, comme la mangrove, ou à l'intérieur des terres, des choses comme ça. Moi, j'aime bien la beauté aussi de ce qu'on offre aux téléspectateurs. Le voyage que vous offrez aussi aux téléspectateurs derrière son micro. L'évasion, c'est une donnée très importante de Koh-Lanta. Et est-ce que plus globalement, c'est une marque qui est très difficile à renouveler car son écriture est très codifiée, il y a toujours les mêmes musiques, toujours les mêmes passages obligés, le feu, on cherche l'eau, l'arrivée au conseil avec les flambeaux. Est-ce que c'est particulièrement difficile de renouveler la marque Koh-Lanta? Alors, c'est vrai qu'elle a des rituels, et je pense que c'est important de les préserver, parce que les familles qui regardent Koh-Lanta ont envie aussi de retrouver ça, et puis ça leur permet de comparer les aventuriers aux autres, parce qu'il y a aussi ça. Après, nous, tout le travail, c'est justement d'apporter une nouveauté dans les mécaniques, tout en ne perturbant pas, on va dire, les éléments, repères, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les formats de pilars. C'est-à-dire ce qui constitue, les piliers ce qui constitue le programme. Donc là, par exemple, on fait 3 chefs, ce qui n'avait jamais été fait, qui chacun ont un bracelet d'immunité. Et c'est quelque chose qui va changer complètement la donne de cette saison, puisqu'il va y avoir des jeux de stratégie, d'alliance, d'élimination qui vont être perturbés par ce principe de 3 chefs. Après, ce qui est important aussi pour nous, c'est de perturber le téléspectateur et le surprendre, qu'il ait une appétence à regarder, mais aussi les aventuriers. Parce qu'il s'avère qu'après 16 ans d'existence, la plupart des personnes qui s'inscrivent à Koh-Lanta connaissent parfaitement les rouages. Et ça, c'était la première scène, et vous le verrez vendredi, quand ils découvrent les poteaux, je peux vous garantir qu'ils s'attendaient à tout, sauf à ça. D'accord. Et est-ce que aussi un moyen de renouveler le programme, c'est de changer peut-être le profil des candidats? Ça a l'air d'être des candidats plus sportifs cette saison, plutôt que télé-réalité, entre guillemets. Est-ce que c'est une volonté de la production aussi, ça, ou pas? Alors, non. Il s'avère que... Alors, on a un casting qui est très particulier, c'est qu'on ne fait pas de casting sauvage. On s'inscrit sur le site de MyTF1. Donc, c'est après des rencontres. Il s'avère que c'est vrai, on a un casting plutôt sportif cette saison. Alors, quelquefois, il y aura peut-être, en fonction de la mécanique, besoin d'une typologie d'aventurier, mais ce n'est pas le cas là. On a des histoires très fortes cette année et on a des gens qui ont une carrière sportive ou même qui l'ont toujours, puisqu'il y a Béatrice, par exemple, qui est footballeuse professionnelle à Saint-Malo. Mais c'est plus la rencontre de gens qu'on a aimés. Moi, je m'assois systématiquement pendant 6 jours pour rencontrer ces gens-là. Et c'est plus leur motivation qui a été déterminante. Et peut-être que la notion, puisqu'on savait déjà qu'il y aurait cette notion de chef, il nous fallait des forts caractères aussi, des gens qui soient susceptibles d'assumer le rôle de chef. D'accord. Alors, on le rappelle, Koh-Lanta devait revenir plus tôt, en septembre dernier. C'était sans compter sur une affaire d'agression sexuelle qui a conduit à l'annulation de la saison qui était précédemment tournée. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Est-ce que pendant le tournage, par exemple, je sais pas, est-ce que maintenant vous avez des assurances contre ce genre de cas de figure ou pas? Alors, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Déjà parce qu'on ne connaît pas la teneur des faits. Où en est l'affaire, tout simplement? Donc j'avais fait un communiqué au moment de l'événement, c'est parole contre parole. Actuellement, il y a une instruction, il y a une enquête qui est toujours en cours, il y a une enquête, il y a des auditions. N'étant pas partie prenante, puisque ALP n'a jamais été mis en cause d'une quelconque manière, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne peux pas vous dire où ça en est. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé limite en dehors du jeu, c'est-à-dire que c'était pas pendant des périodes de jeu, c'était la nuit, on filmait pas, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de témoins, il n'y a donc pas évidemment de caméra. Donc je vais pas prendre des décisions alors que je ne connais même pas la teneur des faits. De plus, c'est extrêmement exceptionnel. En 16 ans, ça n'est jamais arrivé. Donc non, on n'a pas changé et je ne veux pas en plus faire de Koh-Lanta une sorte de programme de terrain et d'enfermement avec des caméras remote. Sur les gens, il y a une valeur d'authenticité dans Koh-Lanta où les gens vivent une aventure qui est exceptionnelle et qui est liée aussi à l'isolement, à un rapport extrêmement respectueux et lointain entre les cadreurs. Enfin voilà, on fait très attention pour préserver ça. C'est pas pour leur mettre des caméras, des spots, des choses comme ça. D'accord, donc vous n'avez rien changé à votre manière de travailler. Et il n'y a pas d'assurance. Pas d'assurance pour ça non plus.
Et on rappelle, c'est vous qui avez assumé, je crois, la charge financière intégrale de cette... Enfin, on avait déjà parlé, mais jusqu'à maintenant, c'est nous qui assumons l'intégralité des charges, ce qui ne veut pas dire qu'on ne demande pas à l'assureur de répondre. Alors, Koh-Lanta a tout connu dans son histoire. Il y a eu des drames, on le sait, des décès, une affaire d'agression sexuelle, des polémiques. Comment vous expliquez la formidable résilience de cette marque qui existe toujours, alors qu'elle a été lancée en 2001, je crois, de mémoire? Ouais, en 2001. Qu'est-ce qui fait c'est tout, la longévité de cette marque? Alors déjà, je le redis, c'est la pureté de la marque. Elle est extrêmement simple à comprendre. Elle n'est pas surproduite. Il y a une caractéristique dans les gens qui souhaitent être des aventuriers, dans leur motivation, sur lequel beaucoup de gens peuvent s'identifier. C'est le dépassement de soi, c'est des valeurs très fortes de cohésion, c'est de vivre quelque chose qui est unique. C'est vrai que vous avez du mal à vous projeter quand vous regardez les Marseillais, je l'ai produit, donc je peux vous en parler simplement, à vous projeter. Inversement, quand vous regardez Koh-Lanta, ça peut être en effet votre voisine, votre voisin, vous-même en tant que mère de famille, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai 40 ans, j'ai élevé mes enfants, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Et c'est d'ailleurs beaucoup de femmes qui se présentent ont cette envie-là. Il y a cette notion d'aventure, de rêve, d'imaginaire très fort. Et puis je vous dis, c'est déconnecté. Et je pense que quand vous êtes téléspectateur et que le vendredi soir, après une semaine de travail difficile, vous avez la chance de pouvoir regarder un programme tous ensemble, ce qui est difficile maintenant de réunir toute la famille, d'en discuter et puis de s'évader, je pense que ça explique la longévité du programme. Après, il y a aussi une incarnation de Denis qui est exceptionnelle et qui véhicule beaucoup de choses. Et est-ce qu'on repartira sur 2 saisons par an, comme c'était devenu la norme jusque-là ? Alors, ça va être compliqué pour moi de m'exprimer là-dessus parce que ça appartient à la chaîne de s'exprimer. On fait très attention, évidemment, à préserver l'appétence et la curiosité du téléspectateur. Donc, ça sera possible qu'on varie. Et est-ce que d'autres déclinaisons de Koh-Lanta peuvent revenir ? Il y a eu des versions All-Stars, des versions... sportif, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou pas du tout ? Oui, on travaille quelquefois. Les All-Stars, c'est quelque chose qui est vraiment typique de Koh-Lanta. Alors après, on ne le fait pas systématiquement. Donc au moment où on sentira que c'est opportun, on le fera. Alors vous produisez aussi une sorte de version célébrité avec l'aventure Robinson. Ouais. Ça a plus de mal à fonctionner du côté des audiences. Le dernier numéro avec Jarry Ettal avait réuni 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12,9% du public. C'est vrai que les 3 premiers avaient très bien fonctionné. C'est vrai. Mais est-ce que vous allez continuer à en produire pour TF1 ? Oui, on est d'ailleurs actuellement en post-production du prochain. D'accord. Et pas de Koh-Lanta célébrité, par contre, ça vous paraît pas pertinent de... Non, alors c'est comme tout, ça a été fait une fois. J'étais pas là quand le programme a été produit. Je trouve que... Enfin, moi, ce que j'aime dans ce programme, j'en reviens, c'est que ce sont quand même des anonymes. Même quand vous êtes All-Star, vous êtes quand même un anonyme. Et ce qui est important, c'est de vous confronter aux autres, à la survie. Donc les sportifs, c'est autre chose, je trouve. Il y a d'autres programmes qui peuvent accueillir des sportifs, peut-être que, enfin, professionnels, j'entends. Oui. Mais là, en tout cas, j'en vois pas la nécessité. Et des célébrités encore moins. Là, je vais m'adresser maintenant à la productrice. Comment vous expliquez la difficulté qu'a M6 à lancer ce genre de programme d'aventure ? Ils ont lancé beaucoup de marques. On peut penser à Wild, à The Bridge, et ça n'a pas du tout marché. Parce que l'aventure, c'est un genre très particulier, très précis en production. Alors, il y a plein d'éléments. Il faut savoir que c'est une super production, Koh-Lanta. Et moi-même, en ayant produit énormément de programmes d'envergure, quand je suis arrivée sur Koh-Lanta, j'ai eu un choc. Et que c'est le fruit d'années et d'années d'expertise, de professionnalisme et d'investissement de la production dans le programme. Et que ça, c'est difficile d'égaler ça. Et que la plupart des programmes qui ont été lancés par nos camarades d'M6 sont un petit peu des ersatz, qui ne bénéficient pas de cette aura et des moyens mis en œuvre. C'est une énorme production. C'est difficile d'égaler Koh-Lanta. Est-ce que TF1 vous a justement demandé de faire des économies ? On sait qu'il le demande à quasiment toutes les productions. Est-ce que Koh-Lanta est préservé de cette demande ? Oui, en tout cas, je n'ai pas eu cette demande. D'accord, donc c'est d'accord. Autre marque produite par TF1 par ALP, 10 couples parfaits qui revient le 1er avril. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette 3e saison, je crois ? Ouais, c'est la 3e saison. Je suis très contente. Alors après, c'est un genre que j'aime bien.
Oui. Non, alors là, ça a été aussi important. Je pense qu'on avait fait une petite erreur sur la seconde saison, c'est d'avoir mis des personnalités référencées. Or, il y avait quelque chose qui plaisait au public, parce que maintenant c'est unique, on est le seul programme de télé-réalité à faire ça, c'est de mettre des vrais anonymes. Donc vous découvrez des nouvelles personnes qui, on va dire, sont moins des professionnels de la profession de la télé-réalité. Oui, c'est vrai que c'est devenu une profession. Sont vraiment très, très authentiques. Et c'est une saison qui s'en ressent, parce qu'il va y avoir une multitude d'histoires d'amour, et ça jusqu'au dernier épisode, jusqu'au dernier épisode, parce que j'ai validé le dernier la semaine dernière. Et donc il y a plein de rebondissements avec une fraîcheur qui, moi, m'a fait du bien. D'accord. Toujours Elsa Fayer à l'animation. Il y a toujours Elsa, bien sûr, qui dirige ça d'une main de maître. Et puis, il y a toujours ce jeu qui est très fort dans ce programme-là. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique où il y a toujours l'argent ou l'amour qui s'opposent, et donc qui donne lieu à pas mal de dilemmes. Je crois qu'ALP produit aussi les Minicums sur France 4. On sait la chaîne va s'arrêter en linéaire sans doute en 2020. Qu'est-ce que va devenir le programme ensuite? Est-ce que vous allez continuer à produire pour le digital, par exemple? Alors, ce qui est sûr, c'est que les minicums se consomment particulièrement bien sur le digital, puisque je crois que c'est le record de vues d'un programme sur France 4. On a atteint 1,3 million d'un de nos sketchs sur le digital. Donc, il est digital compatible. Ce qui est important quand on a une chaîne comme ça qui va passer en effet du linéaire au digital. Donc je crois que la chaîne est confiante quant à sa capacité à faire le switch et le basculement. On est très content. On a une première là, c'est que Amir nous a fait le plaisir de venir chanter avec les Minicums, et c'est la première fois qu'une personne physique venez dans l'univers, en l'occurrence le garage de Normie, pour ceux qui connaissent. Et ça marche super bien, donc je pense qu'on va réitérer. Sopranos vous a déjà dit qu'il avait envie de le faire. D'accord. Donc voilà, Vous pourriez accueillir régulièrement des artistes comme ça. On a très envie de faire ça, et puis ils sont déjantés, ils sont rigolos. On a beaucoup de retours très positifs, évidemment des enfants, mais aussi des parents qui trouvent ça très marrant. Et c'est un vrai sas de décompression pour les enfants. Nous, c'est pour ça qu'on a remis aussi avec France 4 ce programme à l'honneur, c'est qu'il fallait trouver un moyen déjanté à la sortie de l'école, que les enfants décompressent, et se marrent. Et l'avantage des marionnettes, c'est que ça peut il peut arriver plein de péripéties aux marionnettes sans qu'il ne leur arrive au final rien. C'est la force des marionnettes. Impossible aussi de parler d'ALP sans parler de Fort Boyard qui va fêter ses 30 ans. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette nouvelle saison? Alors, je le réserve déjà à la chaîne. D'accord. J'ai mes premières Est-ce qu'on peut savoir si Vincent Lagaffe reviendra, par exemple? On sait je réserve tout ça à la chaîne. Ce qui est sûr, c'est que toute la saison va être brandée sur les 30 ans. C'est un événement incroyable. On reçoit d'ailleurs un prix au MIP, qui célèbre la longévité du programme et le fait que c'est le programme français qui s'exporte le mieux à l'international, puisque ça va de l'Azerbaïdjan aux États-Unis. Donc c'est fantastique pour nous, et il y aura évidemment énormément de surprises sur cette saison anniversaire, mais on est en train de tout valider là. Patrice Laffont participera ou pas? Ça, vous pouvez peut-être nous le dire. Je ne valide rien. D'accord. Quels sont les autres projets télé d'ALP? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que vous avez des nouvelles marques qui pourraient arriver à l'antenne prochainement? Alors, on a 2 gros projets qui vont arriver, dont je ne pourrais pas parler parce qu'on est encore tenu au secret. On travaille... alors, l'avantage, c'est qu'on travaille à peu près avec toutes les chaînes. Donc, on a des programmes sur M6, France Télévisions. Vous ne produisez pas beaucoup pour M6 pour l'instant. Est-ce que c'est un de vos objectifs stratégiques? On produira probablement prochainement pour M6. D'accord. On produit pour France 3 et France Télévisions. Alors là, avec un statut un peu particulier, parce qu'en fait, quand on est auteur de la carte au trésor, mais c'est une autre société. Avec Cyril Ferraud. Voilà, à qui on a confié la production. Donc voilà, on est très heureux parce qu'on a, depuis mon arrivée, on a un portfolio de programmes très divers, dans beaucoup de genres, ce qui est assez rare dans une société de production. Là, on tourne prochainement avec Michel Simès un nouveau numéro pour France Télévisions. Donc voilà, on est vraiment très varié. Un nouveau numéro du Test qui sauve. D'accord. On est très varié en termes de clientèle et de format. De clients et de genre. Mais ça, c'est très lié aussi à mon histoire et au fait que j'ai produit pas mal de choses avec des genres différents. Et est-ce qu'on verra prochainement une adaptation de Lip Sync Battle? On sait que vous aviez acquis ce format. Non, on n'a pas réussi à le vendre. Et je le regrette. Mais c'est vrai que le format, je crois, c'est un format de 30 minutes sur les chaînes américaines, a un peu
fait peur aux chaînes françaises en se disant au final, est-ce que ça a vraiment... on a une typologie en France, c'est qu'on produit des primes très longs, comme en Allemagne et comme en Italie et en Espagne, mais on est assez peu de territoire au final à produire des primes très longs. Et donc 30 minutes, ça leur a fait un peu peur. Et Fantastic Duo, c'était un autre format que vous aviez Ouais, coréen que j'adorais. Non, alors non, pas celui-là non plus. Non plus. Mais en revanche, je crois que j'ai été l'une des premières à repérer les formats coréens et à y croire, parce que je trouve qu'ils ont une manière de traiter les primes, ce qu'on appelle nous des shiny floors, c'est-à-dire les primes en studio, avec une écriture narrative de ces primes-là. Et c'est très intéressant. Et tout le monde parle actuellement de Masked Singer qui a été acquis par TF1. Sur TF1. Est-ce que vous pensez que ça va contribuer à renouveler le genre du télécrochet, un genre que vous connaissez bien pour être... Ouais, alors c'est plus un problème de divertissement qu'un télécrochet. Ouais. Mais je pense que surtout, je trouve ça fantastique qu'une chaîne, et c'est pas produit par nous, hein, mais aille découvrir une autre manière de produire et une fantaisie. Et je trouve ça hyper sympa qu'il y ait de la fantaisie qui arrive en télévision. Il y a eu les années un peu, genre, qui veut gagner des millions, un peu en tension, etc. Et là, il y a une forme de légèreté qui s'installe en télé. Je trouve ça très sympa. Et est-ce que vous comptez investir dans ce qu'on appelle les jeux de plateforme, comme Ninja Warriors, les jeux de sportifs, de dépassement de soi? En l'occurrence, j'ai les droits d'un nouveau format qui est actuellement, je vais sur le tournage à Cologne, qui s'appelle Fat the Machine, qui est alors c'est pas ce qu'on appellerait, enfin, c'est dans cette lignée-là, mis à part qu'on affronte une célébrité du monde sportif, et surtout ça fonctionne en battle, donc je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un affrontement. D'accord, et je crois que vous aviez aussi le projet d'adapter des jeux de société. On avait parlé du jeu de loi et de Magic Maze. Est-ce que ça, alors toujours dans les tuyaux, oui, pas du tout? On est alors, en l'occurrence, Magic Maze, c'est un programme qui s'appelle Crystal Maze exactement. C'est la version plateau de Fort Boyard. D'accord. Et sinon, oui, je regarde moi dans tous les univers. Je regarde même sur les jeux vidéo, ce qui est une spécialité de la maison ici. Oui. On regarde un peu partout parce qu'on a une curiosité évidemment diverse et multiple. Donc on regarde tous les univers. D'accord. Dernière question, je suis obligé de vous la poser sur Dropped. On commémorait plutôt les 4 ans du drame qui impliquait ALP. Je précise que vous n'étiez pas aux commandes d'ALP à ce moment-là, mais il y a eu une interview d'une mère de victime dans le Parisien dimanche qui critiquait très durement le comportement d'ALP et qui disait être consternée de voir ALP utiliser les émissions de télévision produites par d'autres filiales du groupe Banijay pour se défendre. Je cite. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Déjà, qu'il n'y a pas grand-chose à répondre à la douleur d'une mère qui a perdu sa fille. Donc, ce que je peux dire, et je ne vais pas parler du volet juridique, à aucun moment ALP n'a été mis en accusation. Nous sommes témoins assistés. Donc, 4 ans après ce drame, nous n'avons jamais été mis en cause. Voilà. Et vous ne vous servez pas d'autres émissions, parce qu'elle cite notamment TPMP, vous ne vous servez pas d'autres émissions du groupe Banijay pour vous défendre? Non, et alors, en plus, je laisserai Cyril répondre s'il souhaite répondre. Cyril est complètement indépendant dans le groupe, puisqu'il nous arrive aussi d'être défoncé complètement par Cyril. Donc, notamment sur Koh-Lanta. Notamment sur Koh-Lanta ou sur d'autres programmes. Donc, il est complètement autonome, et voilà, ses paroles lui appartiennent. Merci beaucoup, Alexella Rojoubert. Merci.